La sœur aînée a été enlevée par des trafiquants peu après sa naissance et a subi de terribles sévices. Tout le monde disait que ma sœur avait trop souffert et qu'il fallait que je sois raisonnable, que je lui cède en tout. Mais j'y ai refusé, j'y ai brisé tout ce qui se trouvait dans ma chambre et comme une folle j'y ai pris des ciseaux pour découper toutes mes poupées préférées. Maman m'a crié dessus hystériquement avant de s'évanouir de colère. Les gifles de mon père me brûlaient le visage laissant une douleur cuisante. Mon frère a protégé ma sœur derrière lui disant que j'y étais égoïste et capricieuse, que tout le monde m'avait gâtée. Ils avaient tous oublié leurs promesses passées quand ils disaient que je serais toujours leur princesse chérie autorisée à faire des caprices sans raison. On m'a enfermée sur le balcon pour que je réfléchisse à mon comportement. Ils sont ma famille la plus proche par le sang et pourtant ce sont aussi ceux qui se montrent les plus froids et insensibles envers moi. Les nuits de janvier me glaçaient jusqu'aux os. En vérité j'y ai très peur de la douleur et tout autant de la mort. Ma sœur elle s'est échappée de l'enfer. Elle est revenue couverte de blessures accusant tout le monde en pleurant demandant pourquoi il l'avait perdue, pourquoi il l'avait rendue si malheureuse. Surtout son regard posé sur moi sombre et empli de haine. En voyant son visage identique au mien nous sommes tous restés muets de stupeur. Maman a serré ma sœur dans ses bras caressant doucement son visage d'une main tremblante sanglotant sans pouvoir parler répétant ses excuses encore et encore. Papa avait les yeux rouges et la voix étranglée par l'émotion, il prononça son nom Evelyne, tout est de ma faute. C'est alors que j'y ai découvert que j'y avais une sœur jumelle. Elle s'appelait Evelyne et moi Stella. Pendant 12 ans on m'avait appelée Evelyne mais ce nom ne m'avait en réalité jamais appartenu. Mes parents ne sont si bons avec moi que pour compenser leur culpabilité d'avoir perdu ma sœur. Depuis lors mes parents ont tout donné à Evelyne sans compter. Quant à moi j'y ai été complètement négligée. Tout le monde dit que Evelyne a beaucoup souffert après avoir été enlevée par des trafiquants. Elle a été vendue à la campagne où elle a subi des maltraitances depuis son plus jeune âge, couverte de blessures grandes et petites. Parce qu'elle m'avait vu l'objet de toutes les attentions lors du concours de piano pour adolescents, elle avait deviné ses origines et elle s'était enfuie en secret surmontant 1000 difficultés pour me retrouver. Tout le monde me disait d'être raisonnable, que ma sœur avait trop souffert et que je devais toujours lui céder le pas. J'y avais envisagé de bien m'entendre avec elle mais en l'absence de témoins elle m'a poussé par terre, le regard plein de rancœur et d'amertume. Pourquoi ce n'est pas toi qu'ils ont enlevé à l'époque, ce n'est pas juste, tout ce dont tu as profité elle m'appartenait de droit. Elle a commencé à laisser pousser ses cheveux, à imiter mes manières jouant la fille sage et obéissante. Devant tout le monde elle a pris ma main et a dit avec envie, petite sœur ta chambre est si jolie, tu peux me la céder, petite sœur ta poupée est si mignonne, tu peux me la donner. Maman elle a entendu et elle s'est empressée de répondre à ma place bien sûr tout ce que Evelyne aime, dit-le à maman, maman comblera tes souhaits. Ma sœur émue elle s'est serrée contre maman tandis que papa hochait la tête avec satisfaction à côté et que mon frère regardait ma sœur avec compassion. Toute la famille était en parfaite harmonie et je suis devenue une intruse. J'y ai ouvert la bouche mais j'y ai dû ravaler les mots que je voulais dire. Depuis lors tout ce que j'y aimais me était systématiquement arraché par ma sœur. Mais cela ne lui suffisait pas, dans une obsession maladive elle voulait tout s'approprier, non seulement elle cherchait à me remplacer mais elle voulait aussi que tout le monde me déteste au point de souhaiter ma disparition. À 17 ans elle a secrètement fréquenté un caïd de l'école, elle a répandu des rumeurs à mon sujet incitant non seulement mes camarades à me rejeter mais elle m'a aussi harcelé avec une bande de voyous. Ils m'ont coincé dans les toilettes de l'école et ont coupé mes longs cheveux que j'y aimais tant. Ils m'ont humilié avec les pires insultes, m'ont forcé la bouche ouverte et elle n'arrêtait pas de me faire boire de l'alcool. J'y avais tellement pleuré que je n'avais plus de larmes et l'alcool fort me brûlait l'estomac me faisant vomir sans arrêt. Evelyne regardait ma détresse avec un sourire victorieux puis elle s'est embrassée passionnément avec son petit ami le caïd de l'école. Finalement Evelyne me ramena à la maison feignant de s'inquiéter et de prendre soin de moi tout en glissant dans mon sac à dos de l'alcool, des cigarettes et des préservatifs. Ma mère trouva ces objets en fouillant dans mon sac et me vit allongée sur le livre morte imprégné d'une forte odeur d'alcool et de tabac. Elle entra dans une colère noire et me versa un seau d'eau glacée sur le corps. Je fus réveillée en sursaut, encore prise dans mon cauchemar, tremblant de peur de tout mon être. Maman avait un visage terrifiant, hurlant et me traitant d'effrontée, me reprochant mon jeune âge et le fait que je n'apprenais rien de bon, fumant, buvant et ayant des relations précoces sans rien laisser de côté. Je secouais désespérément la tête disant que ce n'était pas moi, que c'était Evelyne qui voulait me nuire. Evelyne a immédiatement fait couler quelques larmes pleurant d'une manière qui faisait mal au cœur. Maman, tout est de ma faute, je n'ai pas réussi à retenir ma sœur, j'aurais dû te parler plus tôt de ses relations précoces, je ne voulais pas vous voir en colère et triste. Personne ne croyait ce que je disais mais tout le monde croyait aveuglément les paroles d'Evelyne. Mes parents voulaient me traîner à l'hôpital pour des examens mais je refusais catégoriquement d'y aller, alors mon père a encore levé la main sur moi. La première fois qu'ils m'ont frappé ils ont peut-être ressenti de la culpabilité, la deuxième fois c'est devenu une évidence et chaque fois après cela les coups n'ont fait qu'empirer. Finalement engourdie je me suis laissée pousser dans la voiture, engourdie je me suis allongée sur le lit des hôpitaux, engourdie j'y ai baissé mon pantalon, engourdie j'y ai subi l'examen. Le fait que mes parents m'aient forcé à aller à l'hôpital pour des examens et s'est rapidement répandu dans le quartier puis dans toute l'école. Les rumeurs se propagent à une vitesse fulgurante, se déformant à mesure qu'elles circulent. Tout le monde parle dans mon dos et me juge disant que non seulement je fume, bois et me bats mais aussi que je couche avec plusieurs garçons de l'école, que je suis tombée enceinte sans savoir qui est le père et que j'y ai finalement dû avorter. On me jette des seaux d'eau sales les uns après les autres, me dépeignant sous le pire jour possible. Bien sûr il y a aussi ces badauds compatissants qui tout en disant avec pitié que je suis à plaindre attisent le feu et en rajouteront dans mon histoire encore plus tragique.
Dès lors chaque fois que mes parents me voyaient ils me couvraient des injures disant que je leur avais fait perdre la face, qu'ils ne pouvaient plus se montrer en public. Au plus fort des rumeurs J ai failli être renvoyé de l'école. À cette époque mon monde entier était plongé dans les ténèbres et mon cœur commençait à pourrir. Je suis devenue silencieuse, incapable de manger, passant des nuits entières sans dormir. Dès que je fermais les yeux je n'entendais plus que les moqueries et les accusations haineuses. Je crois que je suis malade, je crois que je suis brisée et que la vie n'a plus aucun sens. Est-ce que seulement en mourant mes parents me croiront, les rumeurs cesseront et ils regretteront leurs actes. Mais je n'ai toujours pas le courage, j'ai peur de marcher seule sur le chemin des enfers. Je n'ai que 17 ans, il y a encore tant de choses que je n'ai pas faites, tant d'endroits que je n'ai pas visités, je ne peux pas accepter ça. Je marchais dans la rue, l'âme en peine sans savoir où aller. Au coin d'une ruelle j'y aperçus un jeune homme adossé au mur, les mains dans les poches, les bougainvilliers luxuriants qui dépassaient du mur projetaient de grandes ombres sur lui. Antoine me tendit une main dans la paume de laquelle reposait un sucette. Tu veux un bonbon? Je nourrissais en secret un amour caché pour Antoine. Il n'était pas bon en chinois, alors il me demandait de lui prêter mes devoirs pour les copier. Je n'étais pas bonne en maths, alors je lui demandais de m'expliquer les problèmes. Nous avons fait le ménage ensemble dans la salle de classe, lu des livres ensemble à la bibliothèque et perdu du temps ensemble dans le couloir. C'était une personne distante et réservée, nous n'avons en réalité pas échangé beaucoup de paroles et notre relation était plutôt superficielle, mais chaque fois que je passais du temps avec lui mon cœur s'emballait empli d'une joie secrète. J'y avais envie de me rapprocher de lui, mais pas comme ça, pas maintenant. Je ne voulais surtout pas qu'il me voie dans cet état pitoyable. Je me suis précipitamment retournée pour partir, mais il m'a barré le chemin, a déchiré lentement à l'emballage du bonbon et a dit ouvre la bouche. Comme ensorcelé j'y ai entrouvert la bouche avec lenteur, il a approché le sucre des orges de mes lèvres, je l'ai pris entre les dents, c'était très sucré mais mes larmes ont traîtreusement coulé. Cependant mon secret a été rapidement découvert par Evelyne. Elle a volé mon journal intime et a trouvé quelqu'un pour le lire à la radio de l'école. Ces sentiments que j'y avais soigneusement gardés pour moi ont été moqués et divulgués à tous. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait fait ça. Mais elle s'est cachée derrière notre frère comme un petit chat effrayé. Quelle actrice, même notre frère y a cru. C'était la première fois que mon frère s'était mis en colère contre moi, la première fois que il m'avait grondé. Stella, n'as-tu pas honte? Tu as commis tant d'erreurs sans même te repentir et en plus tu maltraites Evelyne. Visiblement tout le monde t'a trop gâté jusqu'à présent. À cet instant je ressentis une aversion profonde pour mon propre prénom et toute ma colère et mon ressentiment explosèrent. Evelyne m'avait volé ma poupée, volé ma chambre, volé mes parents, volé mon frère. Elle m'avait plongé dans un tourbillon de rumeurs me rendant méprisable aux yeux de tous. Maintenant même mon amour secret si pur et si beau est sur le point d'être détruit. J'y ai perdu la raison, j'y ai couru à la maison, j'y ai tout cassé dans ma chambre, j'y ai pris des ciseaux et comme une folle j'y ai coupé toutes mes poupées préférées. Maman m'a crié dessus hystériquement avant de s'évanouir de colère. Papa m'a giflé plusieurs fois au visage, la douleur brûlante persistait. Mon frère a protégé ma sœur derrière lui disant que j'y étais égoïste et capricieuse, que tout le monde m'avait gâtée. Ils avaient tous oublié qu'ils avaient dit un jour que je serais toujours leur princesse chérie, que je pourrais toujours faire des caprices avec eux. J'y ai été enfermée sur le balcon pour réfléchir. Ils sont ma famille la plus proche par le sang mais aussi les personnes les plus froides et cruelles envers moi aujourd'hui. Une nuit de janvier le froid me faisait frissonner de tout mon corps. En vérité j'y ai très peur de la douleur et aussi de la mort. Accroupie par terre je me recroquevillais en boule. Le vent glacial était comme un couteau qui me lacérait les membres et le corps tout entier. La douleur à son paroxysme finit par devenir imperceptible. Ma conscience s'embrouillait mais je sentais avec une clarté terrifiante ma vie s'échapper. À travers la porte vitrée je les voyais encore en colère contre moi, occupés à réconforter ma sœur. Personne ne s'est retourné pour me regarder, ne serait-ce qu'une seule fois. Ils m'ont forcé à m'excuser, à admettre mes torts, ils m'ont dit qu'ils me laisseraient entrer si je présentais des excuses à ma sœur. Mais je n'avais vraiment rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser encore et encore? Je serrais les dents si fort que mes yeux en perdirent leur éclat. Finalement j'y ai été transporté à l'hôpital pour y être soigné. En raison de graves gelures des nerfs endommagés, une surdité de l'oreille gauche et des mains secouées de tremblements incontrôlables. Cela signifiait que je ne pourrais plus jamais jouer du piano. Mon rêve s'était également effondré. Je fermais les yeux, le cœur brisé telle une poupée criblée de blessures sans aucune volonté de survivre. Maman veillait jour et nuit à mon chevet pleurant et me suppliant de me réveiller. Papa était rongé par la culpabilité et se giflait sans arrêt. Mon frère serrait ma main très fort comme s'il avait peur que je disparaisse à l'instant suivant. Il semblait vraiment regretter mais j'y avais déjà payé un prix bien trop lourd. Le 3e jour de mon coma une voix douce résonna à mon oreille. Stella, ouvre les yeux et n'aie pas peur, je vais t'aider. Mon cœur fut agité de remous, des cercles qui s'élargissaient à la fois chauds et douloureux. C'était Anthony. Une fois de plus je succombais à son charme et ouvris les yeux sous la douce lumière de la lune qui inondait le sol. Comme si je m'accrochais à une dernière planche de salut, je secouais frénétiquement la tête bredouillant des explications incohérentes. Je n'ai vraiment rien fait, je n'ai pas fumé, je n'ai pas bu, je n'ai pas couché avec des autres garçons, je n'ai rien fait, rien. Je sais, je te crois. Finalement le sentiment d'être cru apporte une véritable paix intérieure. Je me calmais peu à peu de mon désespoir impuissant tandis que les larmes continuaient de couler. Les doigts d'Antoine étaient légèrement froids lorsqu'il les passa sur mes joues pour essuyer mes pleurs avec patience. Il a dit qu'il allait m'emmener quelque part et je l'ai suivi presque sans hésitation. Mes parents se sont rendus compte que j'y avais disparu et étaient complètement désemparés. Ils avaient peur que je ne les quitte définitivement, peur que je ne me suicide, peur de vivre éternellement dans le remords. Ils m'ont cherché partout comme des fous.
Mon frère n'arrêtait pas de m'appeler mais je ne répondais jamais. Je ne pensais qu'à fuir. J'y ai suivi Anthony m'enfonçant de plus en plus profondément dans une ruelle sombre jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant une usine abandonnée. Puis j'y ai aperçu les brutes de l'école qui me harcelaient. Bien qu'ils aient déjà été battus à en être méconnaissables rien qu'en repensant à ce qui s'est passé ce jour-là je tremble encore de peur et recule involontairement. Anthony a saisi ma main chaude et ferme et n'ait pas peur. Mais son regard est soudain devenu féroce. Je ne l'avais jamais vu ainsi empli d'une violence étrangère qui inspirait la crainte. Les brutes de l'école en voyant Anthony ont eu l'impression de voir un démon, leurs jambes ont fléchi, ils se sont agenouillés devant moi s'excusant et admettant leur tort sans cesse pleurant et implorant grâce. Anthony m'a couvert les yeux puis a donné plusieurs coups de pied violents aux brutes. À mes oreilles résonnaient les gémissements de douleur des brutes ainsi que la voix glaciale d'Anthony. Il m'a dit de les frapper et de les insulter à ma guise pour me défouler à condition de ne pas leur ôter la vie. Je forçai les mains d'Anthony à s'ouvrir et le regarder en demandant c'est toi qui les as tous tabassés. Ouais, je savais pas que le premier de la classe savait aussi bien se battre. Il y a bien plus de choses que tu ignores, tu veux me connaître. C'était son invitation, j'y aurais dû être ravie mais dans ses yeux je vis de l'hésitation et de l'inquiétude. Antoine m'a tendu un téléphone dont l'album ne contenait rien d'autre que la vidéo de mon harcèlement par eux ainsi que des photos intimes d'Evelyne avec le caïd de l'école. Je n'aurais jamais imaginé que Evelyne qui jouait la fille sage en apparence puisse se comporter de manière aussi débridée en secret. C'était tellement osé que je n'ai pas pu continuer à regarder. Avec ces preuves je pourrais non seulement prouver mon innocence mais aussi faire en sorte que Evelyne ne puisse plus jamais se relever. Je regardais Anthony avec gratitude. Anthony avait un air impassible, il me frotta les cheveux et dit si on t'embête bats-toi, si tu ne peux pas gagner à temps ton heure tu finiras par avoir une occasion de te venger à ton âge, ne pense pas toujours à mourir, ce serait trop leur faire plaisir. Anthony n'était vraiment pas doué pour réconforter les gens. Pourtant ses gestes me firent monter les larmes aux yeux des accords petit génie. Cette fois je ne céderai plus et je ne pardonnerai plus Evelyne. 4 de retour à la maison j'y ai directement montré mon téléphone à mes parents. Ils ont pris le téléphone avec perplexité, ont parcouru l'album photo et leurs visages sont devenus de plus en plus sombres. Comme prévu ils n'ont pas pu regarder jusqu'au bout. Maman comme frappée par un coup terrible elle s'effondra sur le canapé le regard vide sans prononcer un mot. Evelyne paniquée se précipita pour lui arracher le téléphone. Papa fou de rage lança violemment le téléphone sur Evelyne. Le téléphone frappa Evelyne à l'arcade sourcilière et un sang rouge vif coula le long de son œil. Elle regardait son téléphone brisé et hébété et après un bref silence finit par lâcher la malédiction la plus venimeuse qui lui venait du cœur. Stella, pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi as-tu détruit tout ce que j'y avais mis tant d'efforts à obtenir? Evelyne se releva en titubant, son regard sombre balayant chaque personne présente avant de crier soudain comme une folle, je n'ai rien fait de mal, c'est vous qui avez tort. Elle fredonna une étrange mélodie en regagnant sa chambre, verrouilla la porte mais ses sanglots résonnaient de manière stridente. Un voile d'ombre pesait sur le cœur de chacun et la maison autrefois chaleureuse était désormais brisée. Pourtant le lendemain Evelyne se comporta comme si de rien n'était. Elle fit son habituel numéro de charme avec sa mère réclamant des crabes pour le dîner, rappelant à son père de ne pas oublier de lui rapporter une grosse boule à neige en rentrant du travail et pressant son frère de la conduire vite à l'école. Personne ne voulait lui prêter attention mais elle continuait immergée dans son propre monde. Comme si elle était encore cette petite princesse chérie de tous. À l'époque je la trouvais encore bien pitoyable. Ce n'est que plus tard que j'y ai compris à quel point elle pouvait devenir terrifiante quand elle perdait la raison. 5 Bien que Evelyne ait été punie, ma vie était également complètement ruinée. Les rumeurs n'ont pas cessé de m'attaquer partout où je vais, les gens continuent de me regarder avec des yeux étranges, de se moquer de moi sans retenue et de me rejeter. Je déteste tout ce qui m'entoure et je me déteste encore plus. Je déteste ressembler trait pour trait à Evelyne, je déteste que personne ne parvienne à nous distinguer. Elle veut m'imiter, me remplacer, alors je jette aux orties tout ce que j'y aimais autrefois. Depuis que mes cheveux ont été coupés courts, je n'ai plus jamais porté les cheveux longs et mon regard n'a plus jamais été innocent. Je suis tombée dans une douloureuse contradiction extrême, incapable de m'en extraire. Et la culpabilité de ma famille envers moi s'est lentement estompée. J'y ai demandé que Evelyne s'excuse devant toute l'école mais ils ont tous refusé. Stella, maman, c'est que tu as souffert, tout est de ma faute, mais est-ce qu'on ne pourrait pas laisser cette histoire s'effacer avec le temps? Si tu obliges Evelyne à s'excuser publiquement, ça la détruira. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi, je reconnais vraiment mes torts, c'est moi qui n'ai pas su vous éduquer correctement. Émue, maman, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Mais je n'ai pas cédé, déterminée à rétablir la vérité. Papa furieux a ajouté, comment as-tu pu devenir aussi cruel? Même si elle s'excuse maintenant, à quoi bon? Les gens se moquent bien de la vérité. Si on ravive cette histoire, notre famille redeviendra la risée de tous, c'est ça que tu veux. En fait, je ne voulais pas vraiment détruire cette famille, je voulais juste une réaction de la part de nos parents. Et s'ils avaient pu me montrer un peu plus d'affection, peut-être que j'y aurais pu céder. Mais non, même si je m'y attendais, la blessure est profonde. Puisque je souffre alors que tout le monde souffre avec moi. Papa, maman, même si le téléphone est cassé, j'y ai des sauvegardes de ces vidéos et photos. Si Evelyne ne s'excuse pas, je les rendrai publiques. À ce moment, Evelyne s'approcha, le visage blême, jouant à la pauvre petite chose, tremblant de froid. Je veux bien m'excuser, papa, maman, je sais que j'y ai eu tort. Bien que ce fût le cœur de l'hiver, elle portait une nuisette légère à bretelles laissant voir ses vieilles cicatrices striées, marbrées et choquantes, un spectacle qui glaçait le sang. Elle ne cessait de trouver de nouvelles façons de rappeler à tout le monde les cruels sévices qu'elle avait subis.
Ma petite sœur, je sais vraiment que j'y ai eu tort, je sais que tu me détestes, si tu veux tu peux me gifler pour te défouler, je ferai à n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Evelyn attrapa ma main et la fit claquer à plusieurs reprises contre son propre visage. Mon frère n'en pouvait plus non plus, il posa sa veste sur les épaules d'Evelyn et me regarda avec une expression à la fois conflictuelle et douloureuse. Stella, je t'en supplie au nom de ton frère, arrête d'envenimer les choses. D'accord, maman est tellement bouleversée qu'elle a fait une rechute, tu ne pourrais pas penser un peu à cette famille. Evelyn obtenait toujours le pardon des autres avec une facilité déconcertante. Ils ont recommencé à m'accuser comme si j'y étais la véritable coupable. Mais ce que vous avez pensé à moi ne serait-ce qu'une fois. Je me suis enfuie de chez moi désespérée, le vent glacial me transperçait les os et mon cœur était encore plus froid. J'y ai erré sans but pour finalement m'arrêter devant un stand de barbecue. Petite fille, tu veux du barbecue? J'y ai secoué la tête mais je n'ai pas d'argent. Le patron sourit et ne me prêta plus attention. C'est alors qu'une veste chaude fut posée sur mes épaules. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est à moi qui régale. Je levai les yeux et vis Anthony, mes larmes se mirent à couler malgré moi. Anthony me frotta la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas pleuré quand les autres t'ont maltraité, mais dès que tu me vois les larmes coulent sans arrêt. Je me justifiais en disant c'est la fumée du barbecue qui m'a irrité les yeux. Finalement Anthony et moi nous sommes accroupis au bord de la route pour grignoter des ailes de poulet grillées. Bien qu'il n'ait rien dit, mon humeur s'est peu à peu améliorée. C'était un sentiment vraiment étrange. Antoine regarda la nuit sombre balayée par le vent glacial, sa voix claire empreinte de tristesse. Stella, je ne suis pas vraiment quelqu'un de bien non plus, et m'aimeras-tu encore? Oui, Antoine éclata de rire amusé par ma sincérité. Et je rougis réalisant trop tard ma gêne. Cette nuit-là nous nous sommes promis d'intégrer ensemble l'université, à de fuir cet endroit et d'esquisser ensemble un avenir incertain. 6. Je croyais naïvement qu'en surmontant le Gaokao et en intégrant une bonne université je pourrais changer ma situation actuelle. Alors j'y ai cessé de me soucier des commérages des autres et de mendier à l'affection de ma famille. J'y ai consacré tout mon temps et mon énergie à étudier. Après les cours, j'y étais toujours avec Anthony à résoudre des exercices et étudier, nous complétions nos forces et faiblesses et nous encourageons mutuellement. Bien que les études soient vraiment épuisantes, je peux toujours voir un sourire sur le visage d'Antoine. Quand il sourit, une canine se révèle, ce qui est très mignon et charmant. Quand il rit, je ris aussi et mon humeur s'éclaircit instantanément. Grâce à la présence d'Antoine, je ne fais plus de cauchemars, je ne souffre plus d'insomnie et je n'ai plus peur. Je travaille jusqu'à 2 heures du matin chaque jour et quand la fatigue me gagne, je m'endors sur mon bureau. À mon réveil, je trouve une couverture chaude sur mes épaules avec un verre de lait chaud et des pâtisseries posées sur le bureau. Je sais que c'est maman qui les apporte. Cela fait longtemps que je n'ai pas parlé à mes parents. Mais maman entrait toujours dans ma chambre pendant que je dormais pour me lisser mes cheveux en désordre et me regarder longuement en pleurant de remords. Pourtant je savais qu'aussi longtemps qu'il resterait ce fossé entre nous, il serait impossible de revenir à ce que nous étions avant. Alors je faisais toujours semblant de dormir et m'accrochant à cette tendresse maternelle qui m'avait tant manqué. Durant cette période, grâce à mes efforts acharnés, j'y ai progressé à une vitesse fulgurante, me hissant parmi les 3 premiers de la classe. Même les professeurs me félicitaient publiquement, disant que j'y avais de grandes chances d'intégrer à l'université A. Mon cœur déborde d'espoir. Je me libère peu à peu du cauchemar, je vais de mieux en mieux. Anthony a dit qu'il voulait me récompenser, qu'il allait m'emmener au parc des attractions. Je tenais mon téléphone si heureuse que je me roulais sur le lit dans tous les sens. Le lendemain, je suis sortie très tôt et j'y avais même pris soin d'acheter toutes sortes de sucreries que Antoine adorait. Pourtant j'y ai attendu longtemps à l'entrée du parc des attractions, mais Anthony n'est jamais venu. Il ne répond pas à mes messages, il ne décroche pas mes appels. J'y ai tellement mangé de sucettes que ma langue est couverte d'ampoules douloureuses. À ce moment-là, mon voisin de table m'a envoyé un message s'excusant sans cesse auprès de moi. Je suis très perplexe, mais elle m'a envoyé une vidéo. Je venais à peine d'ouvrir la vidéo que des cris perçants et familiers m'ont fait sursauter au point de lâcher mon téléphone. Accroupi par terre, la tête entre les mains, je tremblais de peur, secouée par un frisson incontrôlable. C'était une vidéo de moi en train d'être harcelée. Quelqu'un, on ne sait qui, l'a publiée en ligne et il s'est répandu comme une traînée de poudre. Les vidéos et photos indécentes d'Evelyn ont également été divulguées, provoquant une forte indignation. Tout le monde a enfin vu le vrai visage d'Evelyn. Accusations et injures pleuvent sur elle, devenue un paria que chacun méprise et rejette. Elle école incapable de résister à la pression de l'opinion publique, elle a contrainte à interrompre ses études et à rester à la maison. Evelyn a finalement été punie. Je devrais être heureuse, alors pourquoi la réalité me semble-t-elle si étouffante? Il ne manquait presque rien et j'y aurais pu m'échapper d'ici. Il ne manquait presque rien pour que je sois enfin libérée de ce cauchemar. Pourquoi en est-on arrivé là? Les rumeurs ont de nouveau enflé et aucun d'entre nous n'a pu échapper aux attaques. Evelyn ne pouvait accepter la réalité, elle m'a saisie par les vêtements, me questionnant avec une folle fureur. Je t'ai déjà présenté mes excuses, j'y avais même l'intention de bien m'entendre avec toi, pourquoi as-tu encore cherché à me nuire? Elle s'est enfermée dans la salle de bain, elle s'est allongée dans la baignoire et elle s'est tailladé les poignets. Lorsque mon frère a enfoncé la porte, Evelyn était déjà plongée dans un profond coma. La baignoire débordait continuellement des eaux rouges sang s'étalant sur le sol. Je regardais ce visage identique au mien, pâle et sans couleur, et dans un moment de confusion j'y ai eu l'impression que c'était moi qui étais morte. Evelyn a été emmenée à l'hôpital pour être réanimée. Elle a une sacrée force vitale malgré la profondeur de la coupure et tout le sang qu'elle a perdu, elle a survécu. Mes parents m'ont accusé en pleurant, me demandant pourquoi j'y avais été si cruelle et impitoyable, pourquoi j'y avais poussé ma sœur dans une impasse. Cette fois je n'ai pas expliqué.
Je me suis enfermée dans ma chambre fixant à l'avatar de Weshad et Antoine contemplant son dernier message. Il a dit: je suis désolé mais je ne crois pas que Antoine ait fait ça. Je dois aller le voir pour lui demander des explications en face. Mais Anthony était absent de l'école depuis plusieurs jours. Le professeur a dit qu'il avait changé d'établissement. Je refusais toujours d'y croire. Je ne pouvais pas accepter que Anthony m'ait menti dans tout ce qu'il m'avait dit auparavant. J'y ai trouvé l'adresse de la maison des Anthony me tenant devant le portail imposant. J'y ai rassemblé tout mon courage pour sonner à la porte. Une gouvernante a ouvert et m'a conduit jusqu'au salon où j'y ai finalement rencontré le père des Anthony. Il avait un air hautain continuant à feuilleter son journal sans même lever les paupières. Tu es Stella. Je savais que ma réputation n'était pas des meilleures, alors j'y ai acquiescé avec Jen. Oncle, je veux voir Anthony. Inutile, il ne veut pas te voir non plus. Ces vidéos et photos ont été envoyées par mon fils. C'est la meilleure réponse possible. Je te conseille de faire preuve de lucidité et de cesser de harceler mon fils. Je ne te crois pas. Anthony, sort. Qu'est-ce que ça veut dire te cacher comme ça? Je allais presque crier comme si j'y espérais que Anthony puisse entendre ma voix sortir me voir et clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Hélas, je n'ai finalement jamais aperçu son ombre. On m'a prise pour une folle et chassée de la maison des Zoos. Mais je n'abandonnais pas, obsédée comme sous l'emprise d'un sort, lui envoyant des messages et elle appelant chaque jour sans relâche. Sans exception, toutes sont restées sans réponse. Il n'a plus jamais donné signe de vie. Anthony a semblé disparaître complètement de mon monde. Evelyn a rapidement quitté l'hôpital. Elle a recommencé à jouer les innocentes portant son masque hypocrite, feignant d'être sage et obéissante pour gagner la sympathie de nos parents et de notre frère. Maman la surveillait presque sans relâche et papa faisait de son mieux pour satisfaire tous ses désirs. Quant à moi, mes relations avec ma famille avaient chuté brutalement jusqu'au point de rupture. Nous ne pouvions même plus nous asseoir à la même table pour partager un repas convenable. Je me sentais totalement superflue dans cette maison. Chaque nuit je me tourne et me retourne dans mon lit. Bien que ceux qui m'ont fait du mal aient été punis, je ne ressens aucune joie. Pour me distraire, je consacre tout mon temps et mon énergie à étudier. J'y ai étudié jusqu'à en vomir, mais je n'osais pas m'arrêter. Sur le chemin du retour de l'école, je répétais sans cesse des textes classiques chinois. Je crains qu'une seule seconde des arènes m'étouffe dans un désespoir étouffant. Evelyn apparaît alors au coin de la rue et m'intercepte. Stella, c'est notre anniversaire aujourd'hui. Tu veux bien accompagner ta sœur quelque part? Je la regarde comme si je fixais mon propre reflet. Ce visage innocent et adorable assorti d'un sourire inoffensif, personne ne pourrait imaginer quelle âme sombre et terrifiante se cache sous cette enveloppe jeune et radieuse. Je ne voulais pas m'occuper d'elle, mais elle a utilisé je ne sais quoi pour couvrir ma bouche et mon nez assommant. Evelyn a encore appelé son petit ami le tyran de l'école. Alexander m'a emmené dans cette usine abandonnée. Depuis qu'il a été renvoyé de l'école, il nourrissait de la rancune et cherchait constamment une occasion de se venger. Alors lui et Evelyn ont de nouveau uni leurs forces pour me kidnapper. Elle n'est pas peur, j'aime beaucoup Evelyn, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Je n'aurais pas le cœur de te frapper, mais ce Anthony aujourd'hui je vais lui prendre la moitié de sa vie. Alexander n'arrêtait pas d'appeler Anthony, le menaçant de venir rapidement sinon je finirais très mal. Mais Anthony ne répondait à aucun appel. Je me disais que Antoine ne se souciait peut-être pas du tout de ma survie. Alexandre devenait de plus en plus agité, frappant rageusement les déchets à ses pieds pour évacuer sa colère. Alexandre, j'ai faim, va me chercher à manger. Evelyn chassa Alexandre et elle s'approcha de moi. Papa et maman m'ont dit que nous allions déménager dans quelques jours. Nous irons recommencer dans une ville où personne ne nous connaît. Mon cœur s'est glacé et ce qu'ils avaient décidé de m'abandonner. Petite sœur, j'y avais pourtant décidé de ne plus m'en prendre à toi, alors pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Pourquoi t'obstines-tu à me pousser à bout? Evelyn s'arracha les cheveux comme submergée par une douleur extrême. Pourquoi ne peux-tu pas disparaître définitivement? Pourquoi dois-tu détruire tout ce que j'y ai eu tant de mal à obtenir? Je déteste ce sentiment d'insécurité permanente. Comment oses-tu capter l'attention et l'affection de tous sans même faire des efforts? Je te hais tellement, cette jalousie me ronge. Papa, maman et grand frère, ils ne doivent appartenir qu'à moi seul dois être aimé d'eux. Evelyn m'a poussé au bord de la balustrade. Tu es folle, et je tentais de la raisonner, mais elle était déjà trop profondément malade, irrécupérable. Dans ce monde, une seule Evelyn suffit. Evelyn m'a poussé du haut de l'immeuble, regardant ma chute, passant de la panique et de la terreur initiale à un sourire de soulèvement final sur ses lèvres. Elle murmurait sans cesse, dans ce monde, une seule Evelyn suffit. Un vent glacial sifflait à mes oreilles, je m'écrasais lourdement sur le sol comme si tous mes organes avaient été violemment broyés. J'y entendis Anthony hurler mon nom avec une voix déchirée. Anthony arriva enfin. Il me regarde gravement blessé et s'agenouille à mes côtés, un grand garçon en pleurs complètement effondré. Stella, elle n'est pas peur, tiens bon, et l'ambulance arrive bientôt. Je vomis une grande quantité de sang et murmure d'une voix indistincte. Ce jour-là au parc des attractions, je t'ai et attendu longtemps, très longtemps. Je suis désolée, je suis désolée. On me transporte dans l'ambulance et à travers mes larmes j'y aperçois comme des scènes heureuses de mon enfance. Autrefois je croyais être la personne la plus heureuse du monde. Mes parents disaient que j'y étais leur petite princesse chérie dès mon plus jeune âge, j'y avais tout ce que les autres n'avaient pas. J'y avais une multitude de jolies robes et de ravissantes poupées. Même mes fêtes des anniversaires étaient somptueuses, ils me préparaient de grands gâteaux et m'offraient des cadeaux raffinés en double. Mon frère se plaignait en plaisantant que nos parents avaient un favoritisme, mais il a noté mon vœu des anniversaires et m'a emmené secrètement manger des brochettes au bord de la route. Evelyn, tu es stupide, si tu veux des brochettes, dis-le-moi, gaspiller un vœu des anniversaires, c'est vraiment dommage. Mon frère a dit que chez lui je pourrais toujours faire des caprices, qu'il protégerait toujours sa petite sœur. Les bougies des anniversaires dansaient joyeusement, ils battaient tous des mains et me chantaient une chanson des anniversaires.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à notre Evelyne, joyeux anniversaire à notre chère princesse. Evelyne fait un vœu maintenant. Au jour de 8 c'est aussi mon anniversaire. En regardant le désespoir d'Anthony, je fis un vœu pieux aux divinités, je veux simplement vivre en paix. 9J ai entendu beaucoup de gens parler sans cesse à mon oreille, mais à part les pleurs je n'arrivais pas à distinguer ce qu'ils disaient. À travers mes larmes troubles J ai cru entrevoir le paysage de nombreuses années futures. Evelyne et Alexander furent jetés en prison où ils finirent par mourir de maladie. Quant à moi je suis resté endormi pendant 5 ans. J ai ouvert lentement les yeux et J ai vu mes parents dont les cheveux avaient blanchi et qui semblaient avoir beaucoup vieilli. En me voyant reprendre conscience, mes parents furent si heureux qu'ils en perdirent leurs mots et appelèrent immédiatement le médecin pour qu'il m'examine. Ce n'est qu'après que le médecin ait terminé son examen et déclaré que tout allait bien qu'ils purent enfin respirer de soulagement. Mon frère ayant appris mon réveil se précipita vers l'hôpital mais elle s'arrêta net devant la porte de ma chambre. Les cheveux de mon frère étaient un peu ébouriffés, ses yeux rougis par des nuits blanches durant un mois entier avec de larges cernes sombres sous ses paupières. Je n'avais pas imaginé que mon frère deviendrait policier judiciaire et qu'il venait de résoudre une affaire particulièrement odieuse de traite des enfants. Ils m'ont raconté beaucoup de choses parlant sans cesse. Je les ai écoutés en silence. Après ma sortie de l'hôpital, maman s'est activée dans tous les sens pour me préparer une grande table remplie de mes plats préférés. Papa avec ses lunettes à double foyer pliait méticuleusement des grues en papier dans un coin. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je me souviens que tu disais petite que si on pliait 1000 grues en papier le vœu qu'on faisait se réaliserait. Maintenant que tu t'es enfin réveillée, il ne m'en reste plus que 6 à plier, je dois me dépêcher. Papa était en réalité athée mais à ce moment-là il ressemblait à s'y méprendre à un fidèle dévot. Maman a appelé papa pour qu'il vienne vite manger. Papa a répondu avec entêtement, manger sans moi J est presque fini. Mais ses gestes étaient si lents qu'il aurait pu continuer jusqu'au lendemain sans avoir terminé. Mon frère m'a servi mes côtes à elle préféré. Stella, mange plus, ne t'occupe pas de papa, il est en pleine crise de la quarantaine, très rebelle en ce moment. J ai souri en savourant le plat préparé par maman tout en regardant le dos voûté de papa, le cœur rempli de chaleur mais les larmes coulaient à flot. Après le dîner, mon frère a insisté pour prendre une photo de famille, il a installé le trépied et fixé l'appareil photo. Papa, maman, arrêtez de toujours regarder votre fille, regardez l'objectif 3, 2, 1. Mon frère compte à rebours en courant vers nous mais trébuche malencontreusement et tombe dans le cadre nous faisant rire aux éclats. Ce moment chaleureux a été parfaitement immortalisé par l'appareil photo. Après ma douche, alors que j'y étais allongé sur mon lit à jouer avec mon téléphone, j'y ai entendu quelqu'un lancer des cailloux contre la vitre de ma chambre. J'y ai ouvert la fenêtre prêt à engueuler l'intrus quand j'y ai aperçu Anthony. Il portait un costume entièrement noir et une élégance froide et distinguée adossée avec nonchalance contre une mébaque noire, dans ses mains un énorme bouquet de roses tandis qu'un sourire éblouissant se dessinait sur ses lèvres en me voyant. Mon cœur s'emballa soudain, je dévalai les escaliers en courant mais en apercevant Anthony je ralentis délibérément mon pas pour m'approcher de lui. Tu cherches quelque chose? Désolé, je suis en retard. Anthony m'attira brusquement dans ses bras et me serra très fort comme s'il craignait que je ne disparaisse à l'instant suivant. Tu me fais mal. 10 Anthony m'a parlé de ce qui s'était passé il y a 5 ans. Il a dit que ce jour-là il devait me retrouver au parc des attractions pour notre rendez-vous. Il s'était préparé longtemps pour ce rendez-vous. Mais son père l'a découvert lorsque Ming a appris ce qu'il se passait entre Anthony et moi. Il est entré dans une colère noire. C'était un homme extrêmement hypocrite et vaniteux qui passait ses journées à faire la fête et à draguer des femmes mais qui ne tolérait pas que son fils lui fasse honte. Anthony a plaidé ma cause et a insisté pour venir me voir. Ming a directement attrapé un bâton et a violemment battu Anthony. Sa jambe a été brisée net et son téléphone confisqué. Pour couper définitivement les ponts avec Anthony et aussi pour me punir d'avoir séduit son fils, Ming a posté ses vidéos et photos sur internet. Ce jour-là, Anthony a su que j'y étais venu le voir, il a entendu ma voix, il m'a entendu crier son nom et il a voulu me répondre. Mais après plusieurs jours de grève de la faim, il n'avait plus la force de parler. Quand Anthony parlait de son père, ses yeux se remplissaient de haine, plus il en parlait plus il s'énervait. Je me dressai sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres desséchées. Je te crois. Antonio porta une main tremblante à ses lèvres me regardant comme en transe. Ce n'est pas assez, murmura-t-il. Je ris. Qu'est-ce que tu racontes? Stella, marions-nous. Mon cœur a manqué quelques battements. Répète ça. Stella, je t'aime. La lune enveloppante des éclats des étoiles jonchait le sol. Anthony prit mon visage entre ses mains et se pencha pour m'embrasser tendrement. Les roses à la main, le réverbère jaunâtre allongeait nos ombres entrelacées dans une douce ambiguïté. Mon mariage avec Anthony était prévu pour le jour de mon anniversaire. Sous le regard de nos proches, nous avons échangé nos vœux, nos alliances et nous nous sommes embrassés avec passion. Ce jour-là, nous avons reçu de nombreuses bénédictions. C'était le moment le plus heureux de notre vie. Après le mariage, Anthony a finalement montré son vrai visage. Antoine était comme un enfant gourmand et collant, saisissant chaque occasion pour enlacer ma taille, me prenant toujours par surprise. Puis il commençait à geindre à mon oreille, me cajolant pour que je le laisse se glisser sous la couverture. Dans l'ivresse du moment, Antoine me serrait contre lui, son visage tout près du mien. Il baissa les yeux me regardant avec une profonde tendresse et dans les abysses de ses pupilles je voyais se refléter mon propre visage empreint de timidité. Il a abandonné toute méfiance envers moi d'une sincérité brûlante avec une douceur dans le regard, un seul échange de regards et j'y ai senti que je fondais. Stella, ne nous séparons jamais des accords. Des accords, nous aurons beaucoup d'enfants plus tard, je serai un bon père promis. Déjà que ce genre de choses me rendait timide et voilà que Antoine s'arrêta pour attendre ma réponse avec sérieux. Je lui ai lancé un oreiller en riant, accoucher fait si mal, si tu veux un enfant fais-le toi-même. Dans l'ambulance, l'infirmière continuait à me prodiguer les premiers secours.
Ma conscience égarée a lentement refait surface m'offrant une clarté passagère et mon regard s'est fixé sur Anthony. Anthony était pâle, son visage encore marqué par des blessures et il n'arrêtait pas de m'expliquer les raisons de son absence. J'y avais la bouche ouverte, je voulais dire je te crois. Mais je n'arrivais plus à émettre un son. Stella, nous avions promis d'intégrer ensemble à l'université, à de fuir cet endroit, nous l'avions juré, ne romps pas ta promesse. Des accords. Des accords. Mon âme se détache et ma main tendue vers Anthony retombe soudainement. Anthony l'a saisi avec panique, son regard empreint d'un vide désespéré qui ne cesse de s'étendre. Comme j'aurais aimé que nous ayons une belle fin. Comme j'aurais aimé vivre pleinement, hélas les dieux n'ont pas entendu mes prières ferventes. Les dieux n'ont eu pour moi que pitié, je n'ai fait qu'un rêve éphémère, je suis morte sur le chemin de l'hôpital le jour même de mon anniversaire. 11. La famille a reçu la nouvelle et s'est précipitée à l'hôpital. Mais ils étaient finalement arrivés trop tard. Un drap blanc recouvrait mon visage sans la moindre trace de vie. Maman n'a pas pleuré ni crié, elle pensait que je dormais simplement, mais elle n'a pas eu le courage de soulever le drap pour me voir une dernière fois. Elle appelait mon nom encore et encore. Evelyne, ne reste pas endormie, réveille-toi, rentre à la maison avec maman. Mais malgré toutes ces supplications, je ne réagissais pas. En entendant la voix tremblante de maman, papa n'a pas pu se retenir, il s'est détourné pour pleurer, le visage caché dans ses mains. Mon frère aussi a sombré dans un tourbillon de culpabilité sans fin. Mon enterrement a rassemblé une foule nombreuse, c'était une animation extraordinaire. Les voisins et parents disaient que Stella avait toujours été une enfant sage et raisonnable, seulement âgée de 18 ans, et qu'elle était partie trop tôt, c'était vraiment tragique. Les professeurs et camarades de classe affirmaient que Stella avait d'excellents résultats scolaires et que sans cet accident elle aurait certainement pu intégrer une université prestigieuse. Tout le monde a enfin reconnu mes qualités et les calomnies qui m'avaient sali ont finalement cessé. En effet, la mort est le plus grand filtre de ce monde. Après ma mort, maman est restée calme du début à la fin. Elle était convaincue que je reviendrais un jour. Chaque jour elle sortait acheter mes plats préférés, disant à qui voulait-elle entendre: notre Evelyne adore manger son plat préféré, ce sont mes côtes levées à elle. Aïe patron, et n'oubliez pas de me garder des côtes fraîches pour demain. Tante Lee, vous achetez des bonbons pour votre enfant. Notre Evelyne, quand elle était petite, était aussi gourmande, elle réclamait toujours des sucettes, elle a eu plusieurs caries, maintenant qu'elle a grandi elle aime toujours ça, alors je vais lui en acheter quelques-unes aussi. Cette robe est vraiment jolie, ma Evelyne a déjà 18 ans, c'est une grande fille maintenant, elle serait sûrement très belle en la portant. Elle était plongée dans son propre monde, achetant une montagne de choses inutiles qui encombraient ma chambre, serrant mes vêtements contre elle tout en murmurant pour elle-même. Papa, penché sur son bureau avec ses lunettes de lecture, essayait maladroitement de suivre un tutoriel vidéo pour apprendre à plier des grues en papier. Il a froissé de nombreuses feuilles de papier et a poussé un soupir d'agacement. Autrefois, quand Stella me apprenait pourquoi elle n'ai-je pas bien appris. Il n'a pas abandonné, comme s'il avait mis toute la patience de sa vie dans ce petit morceau de papier. Plus la nuit avançait, plus la lampe de bureau tamisée mettait en relief sa silhouette solitaire et vieillissante. Evelyne a tenté de se suicider en prison. Elle a encore essayé d'attirer la sympathie de tout le monde de cette manière, mais cette fois nos parents n'ont plus cédé à la compassion et ne sont pas venus la voir une seule fois. Le frère découragé lui demanda: pourquoi as-tu fait ça, le regrettes-tu? Et papa et maman, je veux les voir. Frérot, je t'en supplie, dis-leur de venir me voir. J et si peur, sauve-moi, je ne veux pas rester ici. Ils ne viendront pas et moi non plus à l'avenir. Evelyne était déjà plongée dans une folie extrême. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas être si cruel, vous ne pouvez pas m'abandonner à nouveau, frère, ne pars pas, je t'en supplie. Ce n'est que lorsqu'Evelyne fut sur le point de mourir de maladie qu'ils vinrent lui rendre une dernière visite. Evelyne, à l'article de la mort, supplia: papa, maman, ne me perdez plus dans la prochaine vie, des accords, je ne veux pas être une enfant que personne n'aime, j'y ai peur. Maman s'est soudain mise à pleurer désemparée. Ce n'est pas Evelyne, où est passée mon Evelyne? Elle a disparu, je dois la retrouver. Maman avait sombré dans la confusion mentale, dans ces moments les plus graves elle ne distinguait plus le réel de l'illusion. Evelyne était morte, mon frère était devenu inspecteur de police chargé d'une affaire sordide de traite des enfants, mettant sa propre vie en jeu sans hésitation. Papa s'asseyait chaque soir à son bureau sous la lampe, ses vieilles mains tremblantes pliant des grues en papier tel un fidèle croyant. Et maman attendait chaque jour le retour de son Evelyne. Mais il n'y avait plus d'Evelyne en ce monde. 12 épilogues d'Anthony. Stella est morte l'année même où Anthony elle aimait le plus. Antoine n'a jamais eu l'occasion de déclarer son amour caché et Stella n'a jamais su que le garçon qu'elle aimait en secret depuis des années éprouvait les mêmes sentiments pour elle. Antoine serra désespérément sa main qui venait de retomber, sentant sa chaleur s'éteindre peu à peu, tandis qu'au fond de lui quelque chose d'essentiel se brisait en mille morceaux. Finalement Antoine fut traîné de force chez lui par Wuming qui se mit à le rouer de coups. Je t'avais prévenu, espèce de merde, si tu oses encore approcher cette fille et me faire perdre la face, je te tue. Allongé sur le sol glacé, Antoine restait prostré sans résister, subissant les coups de pied rageurs de Wuming dans son dos et sa poitrine. Il sentit ses côtes se briser une à une, la douleur immense lui apportant paradoxalement un certain soulagement. Il se rappela Stella étendue dans une mare de sang après une chute d'une telle hauteur, avec tant de sang perdu elle avait dû terriblement souffrir. Il se haïssait, s'il était arrivé un peu plus tôt Stella serait encore en vie. Il s'obstinait à croire qu'il était responsable de la mort de Stella. Tu oses encore me regarder comme ça, petit merde, tu as les os durs, c'est ça, je vais t'apprendre à me fixer comme ça, ne crois pas que parce que tu es mon fils je n'oserai pas te tuer. Wuming y alla sans retenue. Finalement Anthony finit à l'hôpital.
Il regarda le ciel bleu pâle à travers la fenêtre et se souvint qu'il y a bien des années il avait lui aussi été englouti par ce même gouffre de désespoir sans fond. À l'époque sa mère incapable de supporter plus longtemps les violences conjugales de Wu Ming avait choisi de le tromper puis de divorcer elle abandonnant sans remords pour fuir à l'étranger. Wu Ming déversa toute sa colère sur Anthony lui attrapant la tête pour la cogner violemment contre le mur à plusieurs reprises avant de le projeter au sol et de l'envoyer valser d'un coup de pied sur un mètre. Son dos heurta avec force à l'angle d'une table. Il vomit sous les coups puis fut pris d'une forte fièvre durant la nuit tiraillé entre la douleur et le froid serrant les dents. Il parvint tant bien que mal à tenir bon. Sur internet il postait des propos haineux et extrêmes. Il voulait grandir vite, fuir cet endroit, faire payer tous ceux qui lui avaient fait du mal. Parmi les railleries généralisées, un internaute nommé Joueur Yingzi persista à lui laisser des messages quotidiens. C'était une amoureuse de la littérature qui lui partageait chaque jour des mots réconfortants et ses chansons préférées. Anthony, qui au début éprouvait du dégoût, s'est peu à peu mis à anticiper ces moments comme une lumière éblouissante filtrant dans la froide obscurité de la nuit. Stella excellait en littérature et ses dissertations servaient souvent de modèle circulant parmi les élèves de son niveau. Ses écrits avaient toujours un charme particulier et Anthony prenait soin de ralentir son rythme pour savourer chaque mot un par un. Antoine se sentait probablement fou lavé du cerveau par le candidat Yingzi. Autrefois il détestait ces choses prétentieuses et littéraires. Jusqu'à ce qu'il lise cette citation utilisée par Stella dans sa rédaction: ce monde est fou, inhumain, corrompu, mais toi tu restes toujours doux, lucide, immaculé. Tout le monde me disait d'être raisonnable, que ma sœur avait trop souffert et que je devais toujours lui céder le pas. En fait Stella était le candidat Yingzi. Elle avait fait irruption dans son monde un an plus tôt à vélo en zigzagant maladroitement, le visage rougi par la timidité et s'excusant sans arrêt. Antoine détestait en réalité que quiconque s'approche de lui, mais Stella était une exception et il ne comprenait pas pourquoi. Plus tard il comprit que la candidate Yingzi avait depuis longtemps pris place dans son cœur. Pure et chaleureuse comme un rayon de soleil hivernal, elle fut pourtant traînée en enfer par de démoniaques rumeurs. 5 ans plus tard, Antoine parvint finalement à faire tomber l'entreprise de Wu Ming, le laissant criblé de dettes et couvert des opprobres. Il a finalement réussi à faire descendre Wu Ming de son piédestal hypocrite, à lui faire goûter à son tour l'amertume des moqueries et des humiliations. C'était le jour qu'il attendait depuis si longtemps. Il voulait éclater de rire, mais il s'est mis à pleurer en tremblant. Il n'arrivait jamais à sortir du cauchemar de son adolescence. Il se prenait à penser de plus en plus irrépressiblement à Stella. Parfois en se réveillant au petit matin, il voyait Stella allongée à ses côtés. Elle avait encore l'apparence timide d'une jeune fille, le visage rougissant, le regardant avec attention, tendant son index pour compter sérieusement ses cils. Anthony voulait la serrer dans ses bras, il essayait désespérément de saisir quelque chose. Mais elle avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un air glacial. Le corps imposant d'un adulte se recroqueville et en un instant il se superpose à la silhouette frêle et pitoyable d'un adolescent. Le jour de l'anniversaire de Stella, il prit une décision folle. Son humeur s'améliora comme rarement auparavant. Il était surexcité, chantant des chansons joyeuses tout en se préparant avec soin devant le miroir. Enfin vêtu d'un costume noir immaculé et tenant à la main un énorme bouquet de roses, il marcha lentement vers la tombe de Stella. Antoine resta debout longtemps sans dire un mot, regardant la photo de Stella avec un léger sourire aux lèvres. Avant que le crépuscule ne tombe, Antoine déposa des roses devant la tombe. Joueur Yingzi, je suis en retard. Stella, marions-nous. Fin.